Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Bonjour tout le monde, vous êtes mercredi 19h sur Géopolitique Profonde, la chaîne YouTube qui a la meilleure programmation de tout le YouTube Game. Et il faut le dire, vous adorez la chaîne, vous êtes dorénavant 77 500 abonnés sur la chaîne. Merci à vous de votre confiance. Ce soir, je suis vraiment très heureux. Je reçois le docteur Alexandra Orion-Caude pour son dernier livre. Les apprentis sorciers, best-seller. On va en parler de fond en large et en travers. Je suis vraiment content parce que, pour le coup, pour YouTube, chère Alexandra, c'est la première fois que je peux vous interviewer. D'habitude, c'est sur Radio Courtoisie et parfois ailleurs. Et donc, du coup, d'ailleurs, je suis aussi conscient d'une autre chose, c'est que grâce à Alexandra Orion-Caude, vous avez permis à ce que ma mère ne se fasse pas vacciner. Rappelez-vous, on était sortis de Radio Courtoisie, on a rencontré ma mère par le plus grand des hasards et vous l'avez expliqué pourquoi il ne fallait pas se faire injecter. Donc pour ça, je suis éternellement reconnaissant. Alors, Est-ce qu'elle l'est? Non, elle ne l'est pas. Du coup, elle n'est. Ah non, mais est-ce qu'elle est reconnaissante? Parce que peut-être qu'en fait, elle regrette tous les jours, peut-être. Ah non, elle ne le regrette pas, justement. Elle en est vraiment très contente parce qu'elle voit ce qui se passe dorénavant auprès de ses amis. Alors, il faut savoir aussi une chose, c'est que les recettes de ce livre, et donc n'hésitez pas à l'acheter, vont à tous les amis suspendus, voilà, aux infirmiers, infirmières, médecins, chercheurs, à tous ces pompiers, administratifs, à tous ces gens que l'on soutient, on les soutient à fond, les petits Fen, docteur Gaillet, Loridan, docteur Loridan et tous les autres que j'oublie, hein, et excusez-moi vraiment, de Pierrick, tous ces gens-là que évidemment nous soutenons à fond. Et d'ailleurs, ma première question, c'est est-ce que ces suspensions, c'est vraiment le scandale français du XXIe siècle? Dans la masse de tous les scandales, c'est un des scandales. Mais c'est un des scandales les plus injustes parce qu'effectivement, il se concentre sur une petite partie de la population et il perdure à un moment où les gens considèrent que tout va bien et que tout est revenu comme avant. Et donc il y a une espèce de double vitesse qui est juste insupportable parce que eux savent que depuis 560 jours, ils n'ont pas ils ne peuvent toujours pas travailler. Et d'autres dans la société disent mais tout va très très bien, merci Madame la Marquise. Et donc c'est là où en fait j'ai envie de dire que tout ce que nous avons vécu en termes de traumatisme, en termes de ne pas pouvoir prendre le train parce qu'on n'avait pas ce qu'il fallait, pas pouvoir aller au resto, travailler, faire plein de choses. J'ai envie de dire, il y a quand même eu un aspect collectif, c'est-à-dire qu'on vivait tous en même temps ceux qui étaient prêts à le vivre, ce traumatisme. En revanche, là, sur les suspendus, là, pour le coup, il y a vraiment une espèce de cristallisation. Et comme tout cristaux, dans ces cas-là, quand il y a une cristallisation, c'est très, très douloureux. Et c'est là où, effectivement, il y a quelque chose de complètement... une aberration qui pourrait rendre fou n'importe qui. Vraiment. Dans le cru,
il y a 4-5 ans qu'en France, on suspendrait sans salaire, sans aucun revenu, ni RSA, ni rien, 130 000 personnes, ça c'est les chiffres du député Rivasi. Enfin, je veux dire, vous auriez pu Mmh. que ça aurait pu, vous pensez que ça aurait pu arriver en France? Non, mais moi j'aime pas dire même suspendu, je dis c'est des interdits de travail. Donc c'est ça existe pas quoi, hein, être interdit de travail, j'ai à chaque fois, moi j'ai quand même une douleur en me disant, derrière ça, il y a des parents qui se sont sacrifiés pour pouvoir payer les études de leurs enfants, des études d'infirmiers, des études ou d'autres qui ont fait des emprunts pour faire leurs études de médecine et puis, ah bah non, non, tu es interdit de travail et tu es interdit de faire du bien parce que c'est que des métiers qui font du bien. Il y a aussi beaucoup, je pense évidemment à beaucoup d'administratifs que j'ai rencontrés, qui m'ont dit: «Vous savez, moi aussi, on parle pas de moi, mais moi aussi, j'ai été suspendue parce que je travaillais dans un hôpital et qu'on me forçait, alors que je n'ai jamais vu de patient, à me vacciner». On voit bien l'aberration du système qui n'a aucune justification sanitaire. C'est vraiment un abus de pouvoir, de vouloir contraindre et forcer une population à un comportement On et peut le dire qu'en plus, comportement ce sont des héros, hein, parce qu'ils ah ils moi ont j'appelle refusé. pour moi, ils sont vraiment des héros. C'est vraiment des vraiment chacun est un héros de notre avenir, de l'avenir de notre société. Je dis ça, pas du tout pour les flatter, pas du tout pour essayer de leur rendre leur quotidien plus doux, car je sais que leur quotidien est épouvantable. Donc je sais qu'il y a rien qui puisse il y a pas de mots pour, apaiser. Mais en revanche, effectivement, ils ont un rôle héroïque, parce qu'ils défendent haut et fort une valeur fondamentale qui est celle du secret médical et heu, je crois que j'ai fait comprendre sur un plateau télévisé, heu, à une émission voilà, ma question à la personne, qui ostensiblement ne comprenait pas, le problème du secret médical et qui disait: «Mais moi je m'en fous». Oh bah, enfin, il disait pas ça, mais enfin, il pérorait quand même un petit peu et donc effectivement en deux questions, je lui ai montré qu'il ne s'en fichait pas et que évidemment, alors qu'il va bien, le secret médical est vital pour lui et il est vital pour nous tous. Alors vous Donc en ils sont connaissez les héros beaucoup. de demain. Ils sont les héros. Ça, il faut le dire, le répéter, parce qu'ils ont fait un sacrifice important. Faut le dire. Nombre de professions n'a pas fait ce sacrifice. Ouais. Beaucoup, voilà. Donc, surtout J'ai en j'ai 2023, sacrifier sa ouais, carrière ainsi, c'est pas rien. ouais, vous voyez, aujourd'hui, j'étais avec une collègue et qui me disait que, elle avait pas pu donc en fait exposée à la médecine du travail et donc elle était dans le statut où elle devait et en fait, elle a reçu, des patients et qui disaient: «Mais moi je veux pas être» et donc évidemment, elle n'a pas vacciné et là, son chef lui est tombé à bras raccourcis dessus en disant: «Mais tu dois vacciner» et elle a dit: «Mais jamais, jamais, ça n'existe pas» et je me souviens qu'il y avait sur, je crois que c'était sur France Inter, il y avait un interview d'un de ces médecins de plateau radio, qui avait dit, qu'il avait vacciné une femme qui pleurait dans son bureau, qui ne voulait pas être vaccinée et qui, demandait quand même le vaccin parce que sinon elle perdait son travail et il l'avait et il avait trouvé quand même il avait trouvé cela odieux, tout de même, hein, mais n'empêche qu'il l'avait et en fait, bah, ça montre bien l'inique de ce que, nous avons vécu. C'est-à-dire qu'en fait, c'était des gens qui ne voulaient pas être vaccinés parce qu'en fait, ils sentaient bien qu'il y avait une embrouille derrière, cette obstination à nous dire, sans le point de salut, alors que le salut, ils voyaient bien par les chiffres même que l'épidémie a été passée et cetera. Donc, ils le savaient, le la fameuse pandémie, la crise de mars 2020, elle était passée. Ils avaient vu comment ça s'était passé. Ils l'avaient vu de l'intérieur. Donc, ils savaient parfaitement la réalité qu'il y avait derrière.
contrairement à plein de gens. Eux savaient. Donc encore plus, ils ne voulaient pas voilà, donc voilà le genre de situation que finalement tout ce corps, dans notre société suspendu, signifie. Ces héros, ils signifient qu'ils rappellent à la société, aux médecins, qu'on ne vaccine pas quelqu'un qui est en train de pleurer en disant: «Je veux pas me faire vacciner, mais je suis obligé de me faire vacciner, mais je veux pas». Eh ben non, ils doivent pas le faire. C'est un problème de déontologie et c'est pas, et il y a le respect du patient et c'est un acte médical. Donc il rappelle finalement l'entièreté de notre système de santé, de ce pourquoi il avait été construit. Voilà simplement ce à quoi servent ces héros. C'est quand même énorme. Est-ce que, qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'il y en a qui ont changé de profession? Est-ce qu'il y en a qui sont partis peut-être à l'étranger? Est-ce que certains sont restés en France? Il y a de tout. Enfin, en tout cas, je connais tout ce que vous avez dit. Je connais des cas où ils sont partis à l'étranger, dans des pays limitrophes, certains dans des pays beaucoup plus lointains. Il y en a qui ont quand même réussi avec en démissionnant. Enfin, il y a vraiment finalement beaucoup de profils différents dans ces suspendus. Il y a que des cas individuels, j'ai envie de dire. Il y a pas finalement un profil type. Enfin, j'ai pas ressenti un profil type. C'est à chaque fois, on est vraiment dans des cas individuels, hein. Est-ce que c'est une saignée, j'imagine, pour le monde médical, français? Oui, c'est catastrophique. J'ai tweeté le témoignage de cet infirmier, infirmier en soins palliatifs, je crois que, monsieur Mercier, qui maintenant, déplace les poubelles et qui disait que, le problème, c'est que des tas de collègues à lui n'allaient pas revenir dans leur, fonction, d'avant parce que, ben, ils avaient aussi découvert qu'ils pouvaient un petit peu mieux vivre parce que le week-end existait. Parce qu'effectivement, c'est des métiers, que ce soit pompier, soignant, médecin, aide-soignant, c'est des métiers de dévouement extrême, et donc bah, vous oubliez facilement, quel jour on est dans la semaine, vous revenez, travailler, enfin voilà, c'est des métiers qui se vouent aux autres et donc vous vous oubliez vous-même et donc Ouais. certains du coup disent: «Bon, on va pas revenir parce que c'est trop dur et puis on a trop souffert». Donc c'est ça qu'on est en train de faire. On a perdu en plus toutes ces qualifications de main-d'œuvre française, élevée en France, donc avec une culture de la médecine française, qui seront pertes sèches pour notre société. Ça n'a pas de prix, hein, ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'il se trouve que nos impôts ont payé pour leur cursus, par exemple, des étudiants en médecine ou autres. Enfin, donc c'est une aberration qui va très, très loin. Et donc cet infirmier, monsieur Mercier, aujourd'hui est devenu éboueur, c'est ça? Oui, 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 enfin, il manutentionnaire et donc il manutentionne notamment, des poubelles qui vont dans des bennes. Enfin, Infirmier. même s'il y a pas de Soins palliatifs, sommetier, hein, infirmier en soins palliatifs, donc enfin je crois, hein, je crois pas que ma mémoire me fasse défaut, je crois bien que c'est ça. même s'il y a pas de sommetier et éboueur, c'est un métier excessivement important, mais d'avoir un infirmier en soins palliatifs qui devient éboueur pour manger, c'est quand même, ça veut dire que notre société va mal. Ça veut dire que ça n'a plus ni queue ni tête. Alors, vous avez été aussi, gilet jaune, enfin en tout cas sympathisant de gilet Ouais. jaune. Dites-moi d'où vous vient, cette envie de partage? C'est pas tant une envie de partage qu'une intolérance à l'injustice. Je crois que c'est ça. C'est que, je devais être syndiquée quand j'étais petite sans même le savoir. Parce que,
quand mes frères et sœurs se faisaient gronder, je m'interposais en disant qu'il fallait pas les gronder alors que j'étais plus petite. J'étais plus petite, donc il y a quand même, il y a certainement, chez moi une difficulté dès lors que je ressens une injustice et au lieu de me taire, ben, je l'ouvre et du coup, je partage haut et fort ce que je ressens. Je crois que c'est ça ce qui me caractérise, c'est simplement de lorsque je vois l'injustice, d'avoir envie d'intervenir. Alors, il y a des tas d'injustices évidemment sur lesquelles je ne bouge pas et pourtant Dieu sait que j'en vois. Mais en fait, il y a des cordes sensibles et il y a des choses qui me paraissent moi intolérables et du coup, c'est là où je me suis mise en mouvement et qu'effectivement, du coup, dans je n'étais pas parmi les gilets jaunes, mais j'ai bien compris finalement eux aussi le rôle qu'ils avaient eu, et j'ai vraiment découvert avec eux, la souffrance qu'ils avaient anticipée de notre, société malade, de la maladie de notre société. Donc, eux aussi je leur suis très reconnaissante, rétrospectivement, alors qu'ils étaient pas toujours compris, pareil, ils étaient pas bien présentés. Hem et donc c'est vrai que voilà, j'ai été finalement dans la rue très très tôt quoi, en fait, dans les toutes premières manifs et quand j'ai été dans la rue, c'est là où j'ai vu que, ben, c'était le bon endroit. C'était là où il fallait être, parce que c'était en étant dans la rue qu'on allait remettre du lien entre nous et je voyais bien que les liens étaient très abîmés, très distendus et notamment avec la police et je m'adressais toujours dans chaque manif, aux policiers. J'allais leur serrer la main, en arrivant. Je pense qu'il y en a probablement beaucoup qui savaient même pas du tout qui j'étais, qui se disaient: «C'est quoi, elle est complètement cinglée celle-là, de venir me serrer la main». Je leur disais bonjour et en fait, non, j'étais pas du tout cinglée, je savais parfaitement ce que je faisais. J'essayais de remettre du lien dans une société extrêmement abîmée et puis petit à petit, ben, vous savez, ça a été, ben, la libération de la chanson, HK où on s'est remis à danser dans la rue. C'était révolutionnaire, hein. En fait, il faut voir que cette chanson, HK, dans les premières gares, quand on l'a vu, avoir lieu, c'était, tout d'un coup, on faisait tomber le masque, on rebougeait nos corps, alors on nous avait finalement tapé dessus, comme des espèces de rats, comme on tape sur le nez d'un rat. Même d'ailleurs, on lui tape pas dessus comme ça. Et donc il y a eu par tous ces mouvements, puis après par les chaînes humaines, qui ont été vraiment un grand mouvement aussi de solidarité, de réapprendre à se toucher, de réapprendre que, collectivement, notre humanité voulait dire quelque chose parce que finalement, qu'est-ce que ça a fait tous ces confinements de merde, tous ces masques, ça nous a isolés et individualisés au point de dire, voilà mon mon univers, c'est moi et c'est tout et donc en fait, il fallait justement remettre du lien, dans entre nous tous. Donc c'est même pas j'ai envie de dire, c'est même pas un problème de oui, non, c'était aussi de remettre du lien. Et puis, dernière phrase, et puis après je m'arrêterai, là j'étais bien longue. J'ai à chaque manif, en général, bon, j'allais sur le promontoire le plus proche, alors c'était en général une poubelle. Donc je montais sur une poubelle et on faisait avec les moyens du bord. J'avais même pas de parlophone, j'avais rien. Enfin, bon, c'est le bonheur d'être inéquipé, de l'amateurisme. Je revendiquais souvent notre amateurisme. Je disais, nous sommes des amateurs et c'est pour cela que nous allons gagner. On a gagné une forme d'humanité, ça c'est indéniable. Donc on a gagné beaucoup, on a gagné une grande famille. Mais ce que je disais comme phrase qui était importante, c'était vaccinés et non vaccinés, nous ne formons qu'un seul peuple. Et curieusement, cette phrase, j'espère que ceux qui nous regardent peuvent la retrouver parce que je ne la trouve pas. C'est comme si c'était une phrase qui dérangeait un camp comme l'autre camp.
Oui, parce Heu, qu'ils cherchent à diviser, hein. ils cherchent et c'est là où vous vous rendez compte qu'en fait, il y a une volonté de diviser et même dans notre propre camp, ça faisait désordre, c'était pas génial que je dise ça, donc en fait, on reprenait d'autres phrases que je disais, mais pas celle-là. Alors, est-ce pour cela, est-ce pour la volonté de partage que vous avez aussi une passion pour l'Afrique? Parce que vous avez, Oui, monté, à c'est pareil. Saint-Maurice. Ouais, C'est pour ouais. ça? Ouais, ouais, en fait, c'est tout est assez cohérent, me concernant à chaque fois. Donc effectivement, déjà en 2015, j'ai sorti en fait, on a eu un groupe de réflexion sur les migrants. Il y avait beaucoup de migrants à Paris et alors c'est sûr qu'ils étaient pas à l'hôpital Necker, hein, où j'étais. Donc ça aussi, c'est assez rigolo. Donc du coup, j'allais, dans les hôpitaux où ils étaient. C'était en l'occurrence, par exemple à Saint-Louis, il y en avait beaucoup. Et en fait, voilà, très très vite, soit on vit avec des ornières et on se rend compte de rien et on veut surtout pas regarder ce qui se passe, soit on vit dans le monde et on voit qu'il y a des soucis et que, ces soucis, il va falloir les gérer. Et donc le problème de santé des migrants, me semblait un problème prioritaire parmi les problèmes de santé que nous avons à gérer à l'hôpital et qui était particulièrement maltraités, mal gérés. Je voyais notamment des cas de tuberculose, et qui, finalement étaient, très difficiles à prendre en charge parce que, un migrant, vous avez du mal parce qu'il ne parle pas français, donc il y a la barrière de la langue et donc en fait, il y a pas toujours un interprète. Ça, c'est dans les mondes rêvés, il y a ça beaucoup à Necker, mais il y a pas ça dans tous les hôpitaux et donc en fait, ils étaient sur un parcours de santé où ils étaient paumés. Parce que aller faire une radio, plus aller au laboratoire, vous faire une prise de sang, plus comment voulez-vous vous en sortir? Faut avoir effectivement, bac plus 2 ou 3 pour s'en sortir. Enfin, en fait, on se rend pas compte comme notre système est élitiste, y compris notre système de santé qu'on pense accessible à tous. Donc voilà et du coup, on avait fait le manifeste du juste soin au juste coût et donc, en fait, à partir de ce moment-là, j'ai quand même eu, une grande réflexion autour des problèmes que nous rencontrions, notamment, dans les développements qu'on faisait sur l'ARN, où on faisait des médicaments de plus en plus chers et je me disais: «Mais c'est aberrant, quoi, quand on en est à des dizaines de milliers de dollars pour, une dose d'un médicament. Non, c'est pas un système dans lequel je veux continuer à contribuer auquel je veux continuer à contribuer. Donc en fait, il y a une interrogation et c'est là où en fait, à partir de là, j'ai, tellement réfléchi sur des solutions qu'effectivement je me suis tournée vers l'Afrique en disant: «Mais comment eux font-ils?» Là, j'ai vu, effectivement l'importance qu'ont toute la médecine traditionnelle le manque d'encadrement de cette médecine traditionnelle et l'étanchéité quand même qu'il y a globalement entre toute notre médecine moderne et toutes nos techniques et notre compréhension et toutes ces médecines ancestrales qui restent un petit peu les pauvres parents d'un système de santé qui quand il est malade et quand il y a pas beaucoup de solutions et quand on nous parle de pénurie de médicaments, peut être une vraie, alternative. Voilà. Mais quelle expérience en avez-vous tiré justement, de l'Afrique? Alors j'y suis toujours, hein, en fait, c'est par des aléas de vie, dus au qui ont fait que j'ai pas pu retourner, au pays, donc à Maurice. Et bon, maintenant on peut y retourner, mais là maintenant il y a le lancement du livre, donc voilà, il y a là j'ai une difficulté un petit peu juste de conjecture, très ponctuelle, donc je continue à habiter là-bas. Maurice c'est un endroit très particulier, alors moi j'ai toujours travaillé enfin en maladie génétique, je travaillais, essentiellement sur, des populations, isolées, donc en fait, exactement, insulaires, donc dans des îles
Donc effectivement, j'ai envie de dire, j'étais non pas que j'y allais, mais rien qu'en travaillant avec eux, j'avais une interaction assez régulière. Et donc à Maurice, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'en fait, c'est un tout petit endroit, mais qui a, énormément d'ethnies, parce que c'était un endroit qui était pas habité à la base. Et puis, il y a eu d'abord des Hollandais, puis ils ont trouvé que c'était trop dur, ils sont partis. Après, il y a eu des Français. Et là, les Français ont fait un travail remarquable. Et puis là, il y a eu des peuplades de différents coins du monde qui sont venus. Et donc, vous vous retrouvez dans un tout petit endroit avec des plantes magnifiques, avec des propriétés médicinales tout à fait remarquables, et qui bénéficient de la médecine traditionnelle chinoise, la médecine traditionnelle ayurvédique, donc hindoue, la médecine, l'herboristerie française, qui était une culture que nous avions et qui a disparu après, mais qui du coup est encore prégnante là-bas. La médecine traditionnelle un petit peu créole, il y a quand même un petit peu et puis africaine. Donc en fait, il y a quand même un espèce de mélange qui est quand, et là-dessus, vous rajoutez en plus quelques Sud-Africains aussi. Donc il y a vraiment un mélange culturellement fabuleux qui permet justement de bien poser les questions de ce qui marche pas, de pourquoi certains vont accéder à certains soins, pas d'autres. Et puis il y a aussi mon amie, donc qui était la présidente de la République de Maurice, qui était du coup devenue mon amie, qui travaillait sur les plantes médicinales. Donc avec là une culture musulmane. Donc en fait, à chaque fois, il y a une espèce de culture propre qui est extraordinaire, hein, de richesse, je ne peux pas dire mieux. Donc quand on cherche des solutions, mieux vaut avoir un endroit multi-exposé si on veut essayer de dégager des choses intéressantes. Voilà. Et qu'est-ce que la médecine européenne a à apprendre justement de cette culture africaine, cette médecine africaine? L'esprit dans lequel je le fais, c'est vraiment de se dire, c'est créer des alternatives. C'est-à-dire, moi, je ne souhaite pas détruire le système que nous avons actuellement, parce qu'il a été développé pendant des années, etc. Mais je constate qu'il y a des failles, notamment, et d'ailleurs on l'a vu hein, pendant cette crise Covid, on n'a pas le droit de prescrire tout d'un coup des médicaments qu'on prescrivait depuis des années, où on a des pénuries de médicaments. Et donc, de deux choses l'une, où on pleurniche en disant bah, donc on ne peut rien prendre, où on dit bah, il y a peut-être des alternatives sur lesquelles en fait il y a énormément de connaissances qui ont été accumulées depuis des millénaires et qui peuvent être réactualisées par nos connaissances actuelles. Et ça vaut donc pour nos systèmes de médecine dans nos pays comme comme en Afrique. Donc c'est vrai que j'ai envie de dire, c'est juste un problème mondial de créer des alternatives à un système malade, et on a vu qu'il était malade. Alors, d'où vient cette passion pour la science et la génétique? Alors, je suis tombée dedans. En fait, c'est mon côté Obélix. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. Non, j'ai souhaité être chercheur très, très, très tôt par une lecture d'ouvrages de biographie. Mais ça met en colère tout le monde quand je dis les biographies sur qui c'était. Donc, je vais pas dire qui. Mais c'était sur Louis Pasteur, c'est quand même rigolo. C'est sûr, oui. C'est quand même rigolo. Voilà. Bon. Par exemple, Marc Menant en fait. Ouais. On dit bah oui, mal oui. Pour le coup, dorénavant. Oui, il a beaucoup. Marc a énormément travaillé le sujet, hein, donc ce qui sort, il l'invente pas. Hein. Donc, on sait bien que dans l'histoire, il nous est donné des légendes et que voilà, il y a des légendes sur Napoléon, il y a des légendes sur Louis Pasteur, forcément. Enfin, je veux dire, voilà, j'ai envie de dire, c'est un petit peu obligé, quoi. C'est comme ça que l'être humain fonctionne. Donc après, démêler la part du vrai ou faux, c'était pas tant mon problème qu'en fait, l'impulsion d'avoir envie d'être chercheur, elle était née.
C'était pas pour faire des dessins, en l'occurrence, puisqu'effectivement, en revanche, j'étais fascinée par la génétique, par, 2 aspects. Le côté esthétique, de la molécule, d'ADN, cette espèce de double hélice et enfant, je trouvais que je trouvais que c'était beau. C'est vrai que je suis très sensible à l'art, il faut savoir et donc en plus, j'avais entendu Salvador Dali, parler de l'ARN. Je trouvais que c'était quand il parlait de l'acide ribonucléique, je trouvais que c'était mais extraordinaire. C'est des images que j'ai vues, enfant, donc voilà, ça m'a marquée. Puis après, j'ai vu que la génétique, c'était en plus la partie de la biologie qui était, très, qui répondait à des lois mathématiques et je trouvais que c'était du coup très satisfaisant intellectuellement. Voilà. Alors, c'est un milieu quand même qui est très masculin quand même, la science. Quand on est une femme, comment on navigue dans ce milieu-là? Bah, j'ai envie de dire comme, dans toute profession, c'est-à-dire qu'il est évident que, je vais pas, jouer, les femmes, qui disent: «Oh mais il y a aucun problème, quand on est femme, tout se passe, parfaitement». Non, on a un certain nombre de phrases qui ponctuent votre carrière, qui sont des phrases ou des attitudes, qui ne voilà, qui ne peuvent pas être oubliées. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, donc oui, C'est-à-dire que vous devez travailler 2 fois plus longtemps pour prouver. Est-ce qu'il faut toujours prouver, tiens, dans ce milieu, oui, il faut quand on est une prouver. femme? Moi, j'ai quand même souvenir de c'est affreux, mais mon concours pour devenir chercheur à l'INSERM, je me souviens très, très bien de rentrer dans la salle et d'être, dévisagée, de bas en haut comme ça là, et de me dire: «Ben, dis donc, c'est pas gagné là» et en fait, de concentrer mais tout mon cerveau pour faire oublier, mon apparence, qui n'est en rien ce que j'avais à partager et pour focaliser l'attention du jury sur mes résultats, sur ce que j'avais à leur partager et ça a été difficile, ça a été un combat à chaque concours finalement, mais pari tenu finalement, ça a été réussi et pourquoi? Parce qu'en fait, ce que j'avais à partager était super intéressant. Donc voilà, du coup après c'est par le travail, on arrive quand même à à à surnager donc voilà, donc c'est mais c'est vrai que c'est quand même un environnement, et surtout quand il est lié à la médecine, hein, quand il est lié au médical, comme à l'INSERM, enfin moi j'étais toujours à l'hôpital, et c'est quand même très marqué, masculin. Même moi pour parler même d'Agnès Buzyn, c'était pas facile sa vie à Necker. Donc je sais elle a eu tendance à utiliser les larmes ou autre. On réagit comme on peut, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Voilà et puis quand on vous dit: «Ah mais tu peux pas faire ça parce que tu as des enfants», on dit: «Ben pardon, c'est quoi le problème?» En fait, bah si, voilà, je le fais, donc oui, oui, il y a quand même une, et puis là, le traitement médiatique que j'ai, moi, je trouve ça très intéressant. On voit, hein, heu, les plusieurs fois, dans plusieurs interviews, heu, ils parlent de la femme. La femme, donc je suis même pas Alexandra Orion-Code, je suis la femme. L'autre chose, on n'utilise pas le titre. Vous voyez, on utilise le titre pour les hommes, mais pas pour les femmes. C'est vrai. Heu, heu, On vous appelle souvent Alexandra Recon, on ne dit ouais, jamais docteur. Je ouais, sais ouais, pas pourquoi. mais tant mieux, enfin, je veux dire, c'est tant mieux parce que Et ça justement, montre, ça vous blesse ça que voilà, ah non, 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 je suis habituée. Non, non, ça montre plutôt qu'il y a une authenticité de relationnelle qui s'est créée avec les gens, qui m'écoutent. Donc moi, j'en suis extrêmement touchée. Donc moi ça, mais je note que c'est intéressant. Il y a eu un interview, je crois, Alain Bauer et Pascal Praud ont parlé de mon livre, heu, sur l'émission de Pascal Praud et alors c'est devenu, la femme. Mais c'est véridique, hein. La femme qui a écrit ce livre.
Mais là, vous savez très bien, si vous avez un once d'honnêteté intellectuelle, que jamais on n'aurait parlé de l'homme qui a C'est parlé, vrai. qui a écrit ce livre. Jamais. Non, mais c'est vrai, c'est une réalité, vous avez tout à fait C'est une raison. réalité. C'est Et indéniable. Voilà, il faut pas me raconter des histoires. L'homme qui a écrit ce livre, non. Non. En et revanche, justement, quel conseil vous donneriez si une jeune fille venait vous voir et dirait: «Voilà, docteur, je voudrais, avoir un peu le parcours comme le vôtre, dans la génétique ou dans la recherche?» ça c'est je parle pas du tout de cet aspect-là. Le la seule conseil que j'ai, c'est de dire qu'il faut être, très décidé et de s'accrocher. Parce qu'effectivement, il y a c'est pas fa c'est vraiment pas facile. C'est vraiment beaucoup de sacrifices personnels sur sa vie personnelle aussi. Et donc c'est là pour le coup, c'est une affaire de couple, hein. Il faut se mettre d'accord et s'accorder parce que c'est pas évident. Hem, donc surtout, je leur dis plutôt de s'accrocher en disant: si c'est un rêve pour vous, alors vous allez y arriver, mais accrochez-vous et restez fidèles à votre rêve. Alors, il y a comme une omerta sur l'ARN. Est-ce que vous arrivez à l'expliquer? Est-ce que je quoi? Vous expliquez qu'il y a comment vous expliquez qu'il y a une omerta, sur l'ARN? Ah, bah, parce que, alors, d'abord on a plus communiqué sur l'ADN que sur l'ARN parce on croyait mieux le comprendre. Donc, dans les livres, dans les manuels de SVT, de biologie, il y a toujours eu une part plus importante de l'ADN sur l'ARN. Et puis dans les 3 ans que nous avons vécu, il y avait une volonté de nous faire ingurgiter un certain nombre de messages, comme, l'ARN messager, on connaît ça depuis super longtemps, les vaccins ARN messager, ça marche super bien sur le cancer, l'ARN messager, ça se dégrade tout de suite il y a aucune possibilité qu'il n'y ait jamais un ARN messager qui vienne jusque dans le coffre-fort, dans le noyau. Et tout cela, tout ce que je viens de vous dire est tombé. Pan après pan après pan. Et donc, en fait, toutes ces pseudo-certitudes qu'on inculquait aux gens comme des vérités absolues, ben, petit à petit, ils se sont rendus compte que c'était pas vrai. Alors, certaines fois par eux-mêmes, et certaines fois parce qu'effectivement, mes collègues et moi-même, ou surtout moi, parce que c'est vrai que c'est plutôt moi qui ai plus parlé de l'ARN, on arrivait à passer des informations. Mais à quel moment vous vous êtes dit, justement, il faut que je parle de cet ARN? Parce que vous auriez pu vous dire, voilà, bouche cousue, je ne vais pas prendre de risques, parce que pour le coup, vous n'aviez que des coups à prendre. Oui, c'est juste, bah, là, c'est comme d'habitude, le même sentiment d'injustice et de danger. Lorsque je comprends, assez vite qu'on est en train de développer la solution, non seulement pour tous, mais vaccin ARN messager. J'ai compris ça assez tôt puisque en juillet 2020, dans mon interview avec Élise Blaise, je dis: «C'est de la folie». Je crois que je dis ça, je ne sais pas exactement ce que je dis, mais je crois que, c'est la folie d'avoir une population saine, avec de l'ARN messager. Donc ça veut dire que j'ai parfaitement compris que ça va être le fil conducteur, à venir. Donc dès lors, il était important pour moi de partager le fait que c'est une technologie parmi les technologies de l'ARN, sur l'ARN, avec l'ARN, qui n'avait donné que des échecs. Voilà. Alors après, on peut là, il y a un article qui vient de sortir qui raconte que ces échecs, en fait, c'était génial et que du coup, ça mettait en place les futurs succès. C'est une façon de voir les choses, mais sauf qu'une autre façon plus pragmatique de voir les choses, c'est que du coup, quand on commence à injecter, quand on commence à dire que la solution, ce sera l'ARN messager, il n'y a pas un seul essai qui avait dépassé, avec des vaccins ARN messager sur des cancers ou sur d'autres maladies, qui avait dépassé la phase 2.
Bonjour à tous, c'est le monteur qui vous parle. Ouais, c'est moi qui mets les coins-coins à chaque fois où il y a des mots interdits. Et en parlant de mots interdits, la suite de la vidéo est complètement interdite. C'est pour ça qu'on s'est directement auto-censuré et que vous me voyez arriver en Final Cut. Allez directement sur le lien en description pour avoir la suite de la vidéo parce que YouTube ne nous permettra pas de pouvoir continuer d'exister avec ce genre de contenu. Donc, la suite dans la description.